au stade du 28 septembre en 2009 ont été commis sous l'empire de la loi L98, barre 036 et 037 le 31 décembre 1998, toutes deux portant code pénal et code de procédure pénale en République de Guinée. Mais considérant que les demandeurs, quant à eux, reprochent à l'arrêt attaqué la violation de la loi L 2016-59 portant code pénal en ses articles 194 et 195. Qu'au moment des faits, la dite loi n'existait nulle part dans la législation guinéenne, Monsieur le Président. D'où il suit que le moyen sera rejeté en sa première branche. Monsieur le Président, c'est très clair. Ce arrêt, il est là, il est versé dans le dossier. Toute la problématique, la question posée tourne autour de l'application ou non dans cette affaire des articles 194, 195 et suivants. Sur cette question fondamentale, Monsieur le Président, M a donné sa position. Et cette position est versée dans le dossier de la procédure, Monsieur le Président. Et en définitive, Monsieur le Président, cet arrêt qui est dans le dossier de la procédure, le dispositif est ainsi libellé. Statuant publiquement contradictoirement en matière pénale et sur pourvoi, déclare le colonel Thiebro Camara déchu de son pourvoi pour violation de l'article 127 AL2 de la loi L 2010 du 23 février 2017. Par contre, reçoit le pourvoi des parties civiles contre l'arrêt numéro 23 du 18/5/2017 de la deuxième chambre de contrôle de l'instruction de la Cour d'appel de Conakry. Au fond, le rejette comme mal fondé, prononce la confiscation des cautions, mais les frais et dépenses à la charge des demandeurs, dit que le présent arrêt sera publié au bulletin de la Cour suprême, ordonne la transcription dans les registres à ce destiné, ainsi fait, jugé, prononcé publiquement par la Chambre pénale, Cour suprême, les jours, mois et en que dessus. Et ont signé le président, le conseiller rapporteur et le greffier. Cet arrêt est inévitable dans cette affaire. Personne ne peut le carter dans cette affaire. Parce que c'est grâce à cet arrêt que finalement ce procès a pu avoir lieu. Parce que cet arrêt, ayant rejeté le pourvoi contre l'ordonnance de requalification de non-lieu partiel de renvoi devant le tribunal criminel rendu par le pool de juge d'instruction, qui est la pièce numéro 1 dans ce dossier, a été viabilisé, validé et le procès a pu se tenir, Monsieur le Président. Comment peut-on attendre 2019? Aujourd'hui, nous sommes en 2024. 5 ans après, la même question revient. Monsieur le Président, au terme de l'article 2 du Code de procédure pénale, cet article dispose l'action publique s'éteint par la mort du prévenu. La prescription, l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale est la chose jugée.
Dans cette affaire, il y a chose jugée. Sur la question, il y a chose jugée, Monsieur le Président. Si aujourd'hui, par extraordinaire, votre tribunal venait à remettre en cause cet arrêt, ça veut dire que ce n'est plus important d'exercer des recours contre les actes préparatoires rendus par le cabinet d'instruction de premier et de second degré. Si la Cour suprême rend un arrêt et devant une juridiction 3 fois inférieure, parce qu'entre la Cour suprême, Monsieur le Président, et le tribunal que vous présidez, vous savez qu'il y a une juridiction importante qui est la Cour d'appel. La décision que vous allez entreprendre devant ce tribunal, Monsieur le Président, vous le savez mieux que moi, peut être attaquée devant la Cour d'appel. Et la chambre criminelle, il y a une chambre criminelle à la Cour d'appel qui juge les décisions, les affaires rendues par votre juridiction. Et cette chambre criminelle de la Cour d'appel est en bas de la Cour suprême, Monsieur le Président. Donc, entre votre tribunal et la Cour suprême, il y a même une importante juridiction, composée également de hauts magistrats. Comment cette juridiction peut décider définitivement que dans cette affaire, la loi invoquée par les parties civiles n'était pas en vigueur au moment de la commission des faits? Et qu'aujourd'hui, qu'on trouve moyen de dire non, parce que quelque part j'ai lu que c'est la loi moins sévère, parce que la peine de mort existait dans l'ancien code, et dans le nouveau, la peine de mort existe. Non, Monsieur le Président, qu'on ne se place pas dans cette hypothèse. Moi, je reste légaliste. C'est pourquoi je dis que dans cette affaire, il y a deux courants qui s'opposent, et frontalement. Les positivistes et les négativistes, Monsieur le Président. Mais les positivistes ont l'avantage, en dehors des conclusions et des écrits, d'avoir une décision ou des décisions de justice, Monsieur le Président. Rendu et insusceptible de tout recours, Monsieur le Président. Mais c'est jurisprudentiel déjà. Cet arrêt qui n'a fait l'objet d'aucun recours, c'est une jurisprudence en soi. Quand elle est complétée par votre décision, c'est une jurisprudence. Mais aujourd'hui, le parquet veut que vous trouviez un autre chemin en dehors du chemin légal fixé déjà par la Cour suprême, Monsieur le Président. Je pense que votre tribunal ne se laissera pas faire. Et subsidiairement, Monsieur le Président, sur la question, je voudrais m'arrêter là parce que cette pièce est dans le dossier et chacune des parties en dispose. Pour moi, cette question ne devait même plus revenir. Revenir sur cette question, Monsieur le Président, vraiment, c'est remettre en cause la chose jugée, remettre en cause une décision rendue par une juridiction supérieure, Monsieur le Président. Un de mes confrères a dit ici, c'est reprendre tous les débats à zéro, même moi aussi, sans compter tous les aspects que cela peut entraîner comme désagrément. Chacun de nous, ici, je pense, est animé par le souci de voir ce procès tirer vers sa fin et prendre fin, Monsieur le Président. Subsidiairement, Monsieur le Président, la défense ne se fatiguera jamais. Nous voulons profiter de cette ouverture pour solliciter une fois de plus, Monsieur le Président, subsidiairement, la remise en liberté. S'il vous plaît, ça viendra après. Vous avez la parole pour quelque chose. Voilà, Monsieur le Président. On s'en remet à votre sagesse. Voilà. J'en ai terminé et je vous prie de faire droit à toutes les prétentions, aux arguments qui ont été suffisamment développés par la défense. Monsieur le Président, vu l'arrêt, rejeter la demande de requalification et permettre la continuation des débats. Merci, Monsieur le Président.
Merci, messieurs les assesseurs. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie une fois encore de m'avoir passé la parole. Et en quelques mots, Monsieur le Président, vraiment, j'avais décidé de ne même pas prendre la parole par rapport à cette qualification des faits. Monsieur le Président, nous sommes dans le prétoire criminel. Il faut savoir solliciter les choses à temps. Mais, Monsieur le Président, honorable assesseur, moi-même je me demande, est-ce que le parquet a compulsé très bien ce dossier avant de demander la requalification maintenant? Ça, cette question, vraiment, Monsieur le Président, moi je me demande. Parce que cette demande de requalification, c'est juridiquement impossible. Vous avez dit ça devant France 24 hier. C'est pas possible, Monsieur le Président. C'est impossible. Monsieur le Président, honorable assesseur, je me demande encore, Monsieur le Président, le parquet a quel intérêt à cette phase de demander la requalification? Le parquet va m'aider à répondre à cette question. Je sais qu'ils sont en train de se préparer pour répliquer. Mais en répliquant, aidez-moi à répondre à ces questions. Et Monsieur le Président, je me demande également, le parquet veut aider qui dans ce procès? Il faut avoir pitié, au moins, des accusés. Une année, 6 mois de détention. Et avoir pitié également aux parties civiles qui souffrent énormément. C'est une manière de retarder ce procès. Nous voulons en finir ce procès. C'est pourquoi, à l'instant T, nous sommes même prêts à plaider de ce dossier. Mais quel que soit le retard, d'ici le mois de mai, nous allons plaider de ce dossier. Monsieur le Président, Monsieur les assesseurs, une année, 6 mois, le parquet a été incapable de prouver ou de démontrer par rapport à ces infractions articulées contre nos clients. Incapable. Mais puisqu'ils ont déjà passé à côté, le plan A a déjà essuyé, il faut passer par le plan B. C'est ce qui ne va pas marcher dans ce procès. Monsieur le Président, c'est le monde qui est en train de vous regarder maintenant. Si le tribunal sur le parquet dans ce sens, Monsieur le Président, la décision que vous allez entreprendre dans cette affaire, Monsieur le Président, on ne dira jamais que c'est la décision du parquet. On dira tout simplement c'est la décision du tribunal et précisément Monsieur le Président Ibrahima Massour de Tunkara. S'il vous plaît. Je retire, Monsieur le Président, je retire le mot.
On dira tout simplement Ce le tribunal, Monsieur le Président. Ce tribunal ne s'identifie pas à ma personne, s'il vous plaît. Je vous remercie, Monsieur le Président, et je retire. On dira tout simplement que c'est le tribunal, Monsieur le Président. On ne dira jamais que c'est le parquet. Donc, Monsieur le Président, méritez. Par rapport aux infractions qui sont articulées contre le client, Monsieur le Président, assassinat, meurtre, complicité, pillage, injure publique, etc., Monsieur le Président. Le parquet a été incapable de démontrer ces éléments de preuve. C'est après la réqualification qu'ils vont démontrer, Monsieur le Président. Crime contre l'humanité, Monsieur le Président. Crime de masse. Monsieur le Président, c'est dommage. Mais, Monsieur le Président, par rapport à la réqualification, je ne vais pas tarder, Monsieur le Président, parce que hier, mon éminent confrère, le percutant, Maître Samori, il a tout dit hier. Après lui, Maître Pépé Antoine Lama a pris la parole. À partir de là, la défense pouvait même s'arrêter là. Et on s'en tient à nos écritures. Parce qu'ils ont tout dit. En réqualifiant, Monsieur le Président, mon éminent confrère vient de dire tout à l'heure, nous allons reprendre ce procès à zéro. Et c'est ce qu'il faut éviter. Après une année, 6 mois, on reprend ce procès. Mais c'est difficile, Monsieur le Président. C'est pourquoi j'ai toujours rappelé que c'est le monde qui est en train de vous regarder, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous n'avons plus le temps de reprendre ce procès. Nous voulons vite en finir. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, j'ai regardé parmi les points que le parquet avait éminemment touchés, les déclarations contre le colonel Moussa Kigoro Kamara. Je ne sais pas si le parquet avait bien suivi les déclarations contre le colonel Kigoro Kamara ou pas. Parce que si vous regardez très bien, Monsieur le Président, pratiquement le parquet a dénaturé les déclarations des partis civils et même quelques accusés. Le parquet a dénaturé tout. C'est pourquoi je me suis posé la question, est-ce que le parquet a bien complété ce dossier avant de demander la réqualification? Parce qu'en demandant la réqualification, Monsieur le Président, il faut également toucher les points de chaque accusé dans cette affaire. Monsieur le Président, pour terminer, je termine, Monsieur le Président, qu'il vous plaise de rejeter purement et simplement, Monsieur le Président, cette demande de réqualification. Cette question ne doit plus être posée dans cette salle d'audience, Monsieur le Président.
la Cour suprême, la haute juridiction du pays, a déjà tranché. Cette question, c'est fini. On ne devrait même pas demander la requalification après une décision de la Cour suprême. Mais en attendant, Monsieur le Président, les directions sont tournées vers le tribunal par rapport à cette requalification. Monsieur le Président. Monsieur le Président, je vous remercie. Messieurs les assesseurs, je vous remercie. C'est fini par là-bas. Est-ce que le ministère public a quelque chose à dire? Oui, Monsieur le Président. Après le ministère public. Ou bien vous avez quelque chose de particulier à dire? Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les assesseurs. Bon, avant que vous ne commenciez, là, on n'est pas à la phase des plaidoiries et des réquisitions, parce que on a dû comprendre ça à certains moments. Donc, il faut que tout le monde comprenne que si on se met à répéter les mêmes choses, le tribunal peut arrêter n'importe qui et à n'importe quel moment. Là, c'est pour toutes les parties, parce qu'on ne va pas se mettre à répéter les mêmes choses. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous prenons la parole parce que plusieurs choses vous ont été dites depuis hier. Des intentions ont été prêtées au parquet. On nous a fait dire ce que nous n'avons pas écrit. On nous a fait dire ce que nous n'avons pas écrit. Je voudrais ici, Monsieur le Président, revenir sur un certain nombre d'éléments et pour la gouverne du tribunal. Mais avant, grande a été ma surprise hier d'apprendre de certains conseils des accusés, ou plutôt d'entendre certains conseils des accusés prêter à votre tribunal des intentions qui sont loin de vous. Et d'aucuns sont allés jusqu'à menacer de boycotter les audiences au cas où votre tribunal accéderait à la demande de requalification sollicitée par le parquet. Plus loin, certains se sont livrés à un exercice de chantage. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, toutes les parties à cette audience sont demanderesses de justice. Et il y a une disposition phare qui vous est essentiellement propre. Côté ministère public, nous la respectons rigoureusement. Ce sont vos prérogatives contenues dans l'article 400 du Code de procédure pénale. Monsieur le Président, au début de ce procès, j'avais pris la parole pour vous dire que on peut dire c'est le droit, tout ce qu'on veut, sans vexer, sans offenser. Hier, on est allé jusqu'à remettre en cause nos différentes formations, dire que nous ne faisons pas du poids. Merci à ces orfèvres du droit, merci à ces techniciens. Nous répondrons nullement à ces provocations.
Nous avons suivi des procès où, dans une entente parfaite, on s'accorde à s'attaquer de manière outrancière au procureur de la République, aux représentants du ministère public de manière générale. Nous en sommes préparés. Rien, je dis bien rien, ne nous déroutera de notre trajectoire. Monsieur le Président, distingués assesseurs, dénier au ministère public qu'il peut poursuivre à charge et à décharge ne peut émaner que de la volonté de médisance. Sinon, c'est connu que tout parquet poursuit à charge et à décharge. Au nom de quoi peut-on penser que le nôtre ne pourrait poursuivre qu'à charge? On craint quoi? Qu'est-ce qu'on veut cacher? J'ai entendu, Monsieur le Président, dire qu'au cas où la demande de requalification serait acceptée par votre juridiction, que les débats seraient repris à zéro. Bon Dieu. Bon Dieu. Les différentes phases du procès pénal sont connues par tous les professionnels. Je ne m'attarderai pas dessus pour schématiser ce qui vous a été dit. Depuis hier jusqu'à cet après-midi, tous les intervenants s'accordent à dire, pour vous demander in fine de rejeter purement et simplement la demande du parquet, ils s'accordent à dire qu'il y a autorité de choses jugées par rapport à l'arrêt de la Cour, de la Chambre pénale de la Cour suprême, l'arrêt numéro 06 du 25 juin 2019, qui, selon eux, est irrévocable. Donc, la question de requalification ne peut plus être discutée devant vous. Ensuite, Monsieur le Président, ils ont parlé de l'inapplicabilité du traité de Rome en droit interne. Nous en parlerons en mettant un focus sur l'article 703 du Code de procédure pénale. Au point 3, ils ont évoqué l'incompétence de votre juridiction au profit de la Cour pénale internationale en cas de requalification. Pour vous donner la position contraire, nous ferons usage des dispositions des articles 724-725 qui renvoient aux dispositions de l'article 54 du Code de procédure pénale qui traite de la compétence des parquets. Aussi, ils vous ont entretenu par rapport à la non-rétroactivité de la loi pénale de fond. Ils estiment que la loi de 2016 n'est pas applicable en l'espèce parce qu'au moment des faits, ce n'était pas ce texte législatif qui était en vigueur. Monsieur le Président, nous vous entretiendrons, suivant un argument légal, l'article 6 du Code de procédure pénale, du Code pénal, j'allais dire, pour vous démontrer tout le contraire. Un des intervenants côté défense, Monsieur le Président, vous a dit que la détention de l'accusé, M. Marcel Guilavogui, serait arbitraire.
Monsieur le Président, à notre avis, ministère public, l'article 288 du Code de procédure pénale règle définitivement cette question de détention. On l'avait dit ici il y a un peu longtemps, mais je pense que les gens ont dû oublier. C'est pour ça que la question a été remise en débat ici. Monsieur le Président, on finira par les infractions de crimes contre l'humanité et de responsabilité de commandement pour réitérer nos réquisitions contenues dans l'écrit qui vous a été déposé, Monsieur le Président. Monsieur le Président, distingués assesseurs, tout le développement hier matin a porté sur la question d'autorité de la chose jugée. Tous les conseils se sont accordés à dire que le parquet n'était pas fondé à solliciter la requalification des faits en crime contre l'humanité et responsabilité des supérieurs hiérarchiques, motif pris de ce que l'ordonnance de non-lieu partiel ou de renvoi devant le tribunal criminel de Dixine, qui avait été entreprise par le pool des juges d'instruction, avait fait l'objet d'appel. La Chambre de contrôle de l'instruction avait confirmé effectivement la dite ordonnance. Contre ce arrêt, il y a eu pourvoi et la Chambre pénale de la Cour suprême a rendu le 25 juin 2019 un arrêt, c'est l'arrêt numéro 6, qui de facto a confirmé l'arrêt de la Chambre de contrôle de l'instruction. Monsieur le Président, je voudrais en ce moment faire une distinction ou rappeler les différentes phases du procès pénal. Il y a bien entendu la phase de l'instruction préparatoire et la phase de l'instruction définitive. L'arrêt dont on parle s'était prononcé en phase d'instruction préparatoire. J'insiste, en phase d'instruction préparatoire. La question qu'il faille se poser, est-ce que cet arrêt peut vous empêcher, vous, juge du fond, vous qui examinez le dossier en phase d'instruction définitive, est-ce que cet arrêt peut vous empêcher de requalifier au cas où cette question serait posée? Monsieur le Président, la réponse est non. Votre tribunal est saisi de faits et de personnes. Elle n'est pas saisie de qualification. Votre juridiction n'est pas saisie de qualification. Rien sur le plan légal ne vous empêche de restituer aux faits leur véritable qualification. Vous le faites à longueur de journée, Monsieur le Président, les juridictions l'en font à longueur de journée. À quel moment peut intervenir cette requalification-là? Elle se fait à deux niveaux. Au cours des débats, possibilité est offerte pour les parties que nous sommes, comme nous l'avons fait maintenant, à solliciter de votre tribunal la requalification des faits, ou bien lors de nos réquisitions définitives. C'est un choix qui nous est donné. C'est une latitude que nous avons de le faire soit pendant
les débats ou bien nous attendons complètement lors d'une réquisition définitive. Et le choix, nous l'avons opéré, nous l'avons fait, parce que pour nous, votre juridiction a interrogé les accusés par rapport à ces faits-là. Ensuite, on a procédé à l'audition des différentes parties civiles. Également, votre tribunal a procédé à la déposition des témoins. Juste après la déposition des témoins, on a projeté les éléments audio et vidéo qui se trouvaient dans le dossier. Les différentes déclarations ou les différentes réponses que les accusés ont données sont consignées dans le primitif. Et nous en avons pris note. Ce sont ces différentes réponses que nous avons agencées et les différentes déclarations des parties civiles également, les différentes dépositions de témoins, en sus de ce que nous avons écouté et vu ensemble ici. Voici ce qui a fondé, Monsieur le Président, notre démarche. Je rappelle encore que le juge du fond, c'est vous. Votre tribunal, encore une fois, n'est pas saisi de qualification, il est saisi de faits et de personnes. Donc, Monsieur le Président, l'arrêt dont on parle, je reviens encore une fois pour vous dire qu'il ne tranche pas définitivement cette question de qualification devant vous. C'était une autre phase, c'était à la phase de l'instruction préparatoire que cet arrêt est intervenu et non à la phase de l'instruction définitive. La phase de l'instruction définitive a commencé devant vous ici. C'est vous qui avez identifié les accusés, c'est vous qui avez notifié les charges et ainsi de suite, Monsieur le Président. Donc, nous estimons que nous sommes bien fondés à vous demander la requalification. Ensuite, le développement que mes collègues vont faire vous indiqueront davantage le bien fondé de la démarche entreprise par le parquet. Pour le moment, je vous remercie, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Merci, Monsieur le Président. Merci également, honorables assesseurs. Monsieur le Président, nous avons suivi avec intérêt les répliques de la défense en général par rapport à la demande de requalification soumise à votre tribunal. Monsieur le Président, avant de développer, de démonter point par point les moyens invoqués pour soutenir ces répliques, Monsieur le Président, il faudrait obligatoirement placer la question de requalification dans son contexte, Monsieur le Président. C'est extrêmement important. Est-ce que votre tribunal, Monsieur le Président, est compétent à requalifier les faits? Première préoccupation, Monsieur le Président. Deuxième préoccupation, est-ce que votre tribunal, Monsieur le Président, a une autorité juridictionnelle plus supérieure à laquelle vous êtes lié pour dire que vous n'avez plus, vous perdez ce droit? Ces deux préoccupations importantes, Monsieur le Président, qu'il faille, Monsieur le Président, évacuer tout à l'heure. Sur le premier point, Monsieur le Président, mon éminent confrère vient de vous développer, et en vous disant que vous êtes une juridiction de jugement et votre juridiction devant laquelle l'instruction définitive se fait. Ce n'est un débat pour personne et c'est un principe général de droit. Quand votre tribunal est saisi par une ordonnance de renvoi, l'instruction
Monsieur le Président, se mène devant vous et vous avez la plénitude de donner aux faits leur véritable qualification, Monsieur le Président. Vous n'êtes pas lié par l'ordonnance, les faits qui vous sont soumis par l'ordonnance de renvoi. Vous n'êtes pas lié à ces faits, Monsieur le Président, dès lors que vous êtes saisi des faits et non de la qualification. On va vous opposer, Monsieur le Président, cet arrêt de la Cour suprême. On le sait que la Cour suprême est la juridiction supérieure, Monsieur le Président. Mais dans le cas d'espèce, est-ce que cet arrêt vous empêche de requalifier les faits dès lors que l'instruction définitive se mène devant vous, Monsieur le Président? À la réponse à cette question, Monsieur le Président, je voudrais vous dire que votre juridiction, Monsieur le Président, vous, juge pénal, vous avez le pouvoir souverain, vous disposez le pouvoir souverain de requalifier et vous n'avez pas d'autorité supérieure, même juridictionnelle, en la matière. L'arrêt de la Cour suprême ne vous empêche pas à requalifier les faits, Monsieur le Président. J'ai tenu, Monsieur le Président, à placer cette question qui est soumise à votre tribunal dans son contexte et vous dire que vous êtes dans la plénitude de vos compétences de requalifier les faits et que le parquet est dans ses pleins droits. Dans ses pleins droits et en cette phase de la procédure de soumettre à votre tribunal la question de requalification. Mon confrère vient de le développer. Quelles sont les phases pendant lesquelles on peut solliciter la requalification, Monsieur le Président? Également, nous avons suivi avec intérêt cette question, une question qui a été soulevée ici, et vous demandant, sur la base de cette question, de rejeter ces réquisitions du ministère public. Monsieur le Président, c'est quelle question? On veut parler de la Convention, le traité de Rome, le statut de Rome, pour dire que ce statut n'est pas applicable au droit pénal, à l'arsenal répressif de notre pays, Monsieur le Président. D'abord, je voudrais lever une équivoque, puisque de l'autre côté, ils sont en train de confondre la Convention en droit international public et la Convention en droit privé, Monsieur le Président. C'est pourquoi je vous renvoie, Monsieur le Président, à la lecture de l'article 1. L'article 1 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1962 qui définit le traité, Monsieur le Président. Qui dit que le traité s'entend d'un accord passé entre États, qu'il soit consigné dans un document connexe et quelle que soit la dénomination particulière. Soit on peut appeler traité, on peut appeler convention, on peut appeler protocole, on peut appeler statut, Monsieur le Président. Alors dans ce cas d'espèce, c'est la Convention de Rome. C'est cette convention qui nous intéresse dans ce dossier. Premier élément, Monsieur le Président. Deuxième élément, à quel moment cette convention est applicable au droit interne? Parce que c'est ce que la défense est en train d'exhiber à votre tribunal pour dire que cette convention ne lie pas la Guinée, Monsieur le Président. Monsieur le Président, il est clairement dit, et en droit public international, qu'il y a une suprématie du droit international sur le droit interne. Ce n'est secret pour personne. Et, Monsieur le Président, ce principe même est consacré par des textes nationaux. Lorsqu'on dit que les traités et accords internationaux ratifiés ont dès leur ratification une autorité suprême à celle des lois nationales. Monsieur le Président, quand un État parti dépose les instruments de ratification, immédiatement cet accord, ce traité est applicable à l'État parti, Monsieur le Président. Alors, faisant un rapprochement entre les événements du 28 septembre, les infractions commises en 2009, le statut de Rome, ratifié par la Guinée le 14 juillet 2003, Monsieur le Président, antérieur au fait, n'est-ce pas, et la ratification
est antérieure à la commission de ces infractions. Et par ricochet, Monsieur le Président, le statut de Rome s'applique à la Guinée partie à la Convention de Rome, Monsieur le Président. Et pour également soutenir, Monsieur le Président, dans notre code de procédure pénale, je vous renvoie à l'application des dispositions de l'article 703, qui traite la question, Monsieur le Président. Pour l'application du statut de la Cour pénale internationale du 18 juillet 1998, ratifié le 14 juillet 2003, la République de Guinée participe à la répression des infractions et coopère avec cette juridiction dans les conditions fixées par le président, Monsieur le Président, par le président titre. Cette disposition expresse du Code de procédure pénale règle la question, Monsieur le Président. Ça veut dire que dès lors que la Guinée a ratifié le statut de Rome, les dispositions contenues dans ce statut sont immédiatement applicables à la Guinée, Monsieur le Président. Et plus loin, nous avons vu que ces dispositions de statut de Rome ont été internalisées dans notre arsenal pénal, Monsieur le Président. On peut vous dire que vous ne pouvez pas appliquer le statut de Rome au fait commis le 28 septembre 2009. À la réponse, le ministère public vous dit non, Monsieur le Président, dit que ce moyen est infondé, Monsieur le Président. Votre tribunal peut bel et bien appliquer ce statut. Monsieur le Président, également sur la même question, Monsieur le Président, l'article 724 du même code l'article 724 du Code de procédure pénale également traite la question. Et cet article dispose les crimes contre l'humanité, de génocide, les crimes de délit et délits de guerre, les crimes d'agression sont poursuivis, instruits, jugés selon les règles du présent code, sous réserve des dispositions de sous-titre, Monsieur le Président. Est-ce qu'on peut vous enlever ce droit, Monsieur le Président, par rapport à votre compétence, puisque ça a été également débattu ici? Je tombais de nuit quand j'entendais la défense unanime dire que votre tribunal est incompétent à connaître cette affaire. Et lorsque vous requalifiez les faits, vous n'êtes plus compétent, il va falloir créer une autre juridiction pour connaître cette affaire, Monsieur le Président. Je tombais de nuit. Dès lors que les dispositions de l'article 378 même vous confèrent ce pouvoir, dès lors que les faits poursuivis devant vous sont des faits criminels. Et mieux, l'article 723 vient renforcer également votre compétence pour connaître cette affaire. Monsieur le Président, également ce moyen invoqué doit tomber. Ce moyen doit tomber puisque, Monsieur le Président, il n'est fondé par aucun élément légal. Au contexte de loi, Monsieur le Président, vous retirez ce droit, vous fait obligation de ne pas connaître les infractions que nous avons visées dans nos réquisitions de requalification, Monsieur le Président. Également, Monsieur le Président, la défense a également soulevé la question de la non-rétroactivité. Nous savons tous, nous avons fait des cours de droit. Nous savons, comme Monsieur le Président, que la loi pénale n'a pas d'effet rétroactif, sauf disposition exprès, Monsieur le Président. On vous a envoyé dans la jurisprudence, Monsieur le Président. La défense vous a envoyé dans la jurisprudence. On parle de jurisprudence de doctrine, Monsieur le Président, c'est lorsque la loi est obscure, mais la loi est très claire. On nous envoie dans les jurisprudences, on nous envoie dans les doctrines, Monsieur le Président. Cette question est réglée, Monsieur le Président, par la ratification par la Guinée du statut de Rome le 14 juillet 2003, Monsieur le Président. Cela vous permet, vous donne pleine compétence à juger et à donner
à restituer aux faits soumis à votre tribunal leur véritable qualification, Monsieur le Président. Pour finir, Monsieur le Président, nous vous savons très collés au texte de loi. Nous savons très légalistes. Nous savons également, Monsieur le Président, que vous n'êtes pas une personne qui peut être influencée par des moyens, Monsieur le Président, qui tendent au respect de la légalité. C'est pourquoi, Monsieur le Président, nous vous demandons très respectueusement de respecter le principe de la légalité criminelle. Le principe de la légalité criminelle, Monsieur le Président, en vertu de ce principe, vous confère la pleine compétence de requalifier les faits. Et en vertu de ce principe de légalité criminelle, Monsieur le Président, vous n'avez aucune autorité supérieure qui peut vous enlever cette compétence, comme le font croire les avocats de la défense, pour dire que ce arrêt de la Cour suprême vous interdit alors de requalifier les faits devant ce tribunal, Monsieur le Président. C'est pourquoi nous vous demandons très respectueusement, à travers ces moyens de réplique que nous venons de soumettre à votre tribunal, nous vous demandons très respectueusement de balayer d'un revers de main et rejeter purement et simplement ces moyens soutenus par la défense et faire droit à nos réquisitions, Monsieur le Président. En le faisant, vous aurez rendu saine, je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Honorables assesseurs, à la suite de mes éminents collègues, je vais donc continuer à développer notre réaction par rapport à tout ce qui a été dit depuis hier. Monsieur le Président, vous comprendrez que nous ne serons pas longs parce que la vérité, elle n'est pas difficile à dire. Et puisque vous êtes des hommes avertis, ce que nous disons n'est que l'expression de la vérité. Nous n'avons rien inventé, Monsieur le Président. Tout ce que nous avons mis dans notre réquisition vient des débats que vous avez bien voulu instaurer ici dans cette salle. Nous ne sommes pas allés loin. Nous sommes partis des déclarations faites par les accusés ici dans cette salle. Les déclarations faites par les témoins, mais aussi par les parties civiles. Et bien avant, comme on l'a si bien dit, il y a des pièces qui sont versées au dossier de la procédure qui attestent qu'effectivement qu'il y a matière à requalification. Et nous restons convaincus que vous allez aller à cette requalification. Parce qu'ils l'ont rappelé tout à l'heure, le tribunal n'est pas saisi d'une qualification juridique. Le tribunal est saisi des faits auxquels il a l'obligation de donner une qualification juridique. Monsieur le Président, hier, il a été dit ici que l'accusé Marcel est en détention arbitraire. Tout de suite, mon éminent collègue l'a rappelé, c'est l'article 288. Lorsque vous lisez l'alinéa 2 de cet article, il est dit clairement: le mandat d'arrêt ou de dépôt décerné contre l'inculpé conserve sa force exécutoire jusqu'à la comparution devant la juridiction de jugement. L'accusé Marcel Guilavogui a été placé sous mandat de dépôt au niveau du cabinet d'instruction. C'était le 18 juin 2010. Et il est resté en détention jusqu'à ce que le pôle de juge d'instruction a rendu son ordonnance de renvoi, de non-lieu partiel, de requalification, de renvoi devant votre tribunal. Il doit donc conserver son statut de détenu
jusqu'à ce que vous puissiez prendre votre décision. Monsieur le Président, on va vous parler un peu de l'infraction des crimes contre l'humanité. On n'a pas voulu trop s'étendre là-dessus dans nos réquisitions de requalification parce que on s'était dit qu'on a en face de nous des hommes de droit qui comprennent facilement les choses. Mais nous sommes à une phase où on est obligé, Monsieur le Président, d'en parler un tout petit peu pour qu'ils comprennent que ce n'est pas de façon ex nihilo qu'on vous a demandé la requalification. Tout le monde sait, Monsieur le Président, que tous les éléments objectifs qui ont été récoltés au cours de ces débats-là, tous ces éléments-là vont vers la requalification des faits pour crimes contre l'humanité. Et cette infraction, Monsieur le Président, pour la comprendre, deux éléments seulement. Un élément objectif et un élément intentionnel. L'élément objectif, c'est l'attaque généralisée et systématique, dirigée contre qui? Contre une population civile. Monsieur le Président, le 28 septembre 2009, qui ne peut pas dire que c'était la population civile qui était au stade? Une population civile, Monsieur le Président, qui s'est rendue dans un endroit fermé, qui a voulu simplement exprimer son opinion par rapport à la situation politique de son pays. Cette population civile-là, Monsieur le Président, a été massacrée. Massacrée par qui? Par les hommes de la garde présidentielle, par la police, par la gendarmerie et par les miliciens qui ont été recrutés à cet effet. On n'a pas voulu encore une fois s'étendre là-dessus. Monsieur le Président, dans cette salle, vous avez vu des femmes qui ont été violées, qui sont venues pleurer ici. Monsieur le Président, quand on est avocat, on ne doit pas épouser une cause. On doit plutôt défendre son client selon les arguments du droit. Mais Monsieur le Président, on a compris qu'il n'y a aucune fibre compassionnelle pour ces victimes qui ont défilé ici et qui ont pleuré. Ces faits n'ont autre qualification pour tout juriste averti que des faits de crimes contre l'humanité. C'est une évidence. Et nous savons, Monsieur le Président, parce que nous vous connaissons individuellement, on a eu déjà la chance de requérir devant vous au sein d'autres prétoires. Nous savons que vous êtes collés à la loi, vous êtes légaliste, vous irez inéluctablement vers cette qualification sollicitée par le parquet. Le deuxième élément, c'est l'élément intentionnel. La loi dit qu'il suffit que celui-là qui est en train de perpétrer ces massacres-là ait connaissance qu'effectivement, qu'il est en train de massacrer une population civile. Ces gens qui ont pris les armes à la présidence, les miliciens qui sont venus, les policiers qui étaient là, les gendarmes qui étaient là, qui étaient armés, Monsieur le Président, qui sont venus avec des armes, est-ce que ces gens-là ne savaient pas qu'il s'agissait d'une population civile non armée? Est-ce que cette intention-là n'était pas nourrie dans leur esprit en venant? Monsieur le Président, je l'ai dit, on n'a pas voulu anticiper. Mais on nous oblige d'anticiper nos réquisitions. Ce qui est évident, Monsieur le Président, comme je l'ai dit, tout ce que nous avons eu à dire dans nos réquisitions écrites, on n'a rien inventé. Il s'agit des faits réels, des faits qui ont été dits dans cette salle. Et bien avant, Monsieur le Président, il y a des éléments au dossier. Par rapport à la responsabilité de commandement, là aussi, deux éléments seulement, Monsieur le Président, deux éléments. Les conditions préalables, deux éléments. Il y a ce qu'on appelle la relation de supériorité hiérarchique. La relation de supériorité hiérarchique. Dès qu'il y a un lien direct entre le chef hiérarchique ou le chef militaire avec le subordonné qui a commis l'infraction, il y a ce qu'on appelle la responsabilité de commandement. Deuxième élément, il faut que l'infraction soit commise par qui? Par le subordonné. Ces deux conditions préalables suffisent pour qu'on parle de responsabilité de commandement. Faisons ensemble une analyse des faits qui ont été perpétrés. Ceux-là qui sont assis dans le box des accusés, ne sont-ils pas des chefs militaires?
ne sont-ils pas des chefs hiérarchiques à ceux-là qui sont allés perpétrer ces faits au stade? Et la loi dit de ne pas se leurrer quand on parle de commandement. Ce n'est pas seulement le premier chef qu'il faut voir. Même le dernier qui a un peloton, même celui qui commande 2 soldats est considéré comme étant un chef militaire. Il faut que cela soit compris. Tous ceux-là qui sont assis dans le bloc des accusés, Monsieur le Président, chacun d'eux individuellement pris a eu au moins à commander 2 personnes. Ça suffit pour que nous puissions les mettre tous dans le même sac. Et c'est ce qui sera fait. C'est ce qui sera fait. Chacun d'eux individuellement pris est responsable de ce qui est arrivé. Chacun a fait quelque chose, Monsieur le Président. Nous se le parlons. Ce qui est évident, comme je l'ai dit, il y a bel et bien un crime contre l'humanité et il y a la responsabilité de commandement. Je vous remercie. On va prendre une pause. L'audience est suspendue.